Coucou toi! Alors, il y a quelque temps, j'avais invité des personnes en story sur Instagram à poser des questions de l'ordre du travail de l'ombre pour faire un petit travail comme ça en direct avec elles. En fait, ce que je leur avais proposé, c'est de me révéler un de leurs problèmes et que moi, à l'aide des cartes de tarot, je leur révèle l'ombre qu'il pouvait y avoir en dessous. Autrement dit, par ombre, ce que j'entends, c'est ce que tu te caches à toi-même à travers ce problème. Et du coup, j'ai pu répondre à certaines de ces questions directement en story sur Instagram, mais en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de réponses. J'ai répondu qu'à 10 personnes directement en story. Et en fait, j'ai trouvé toutes vos interactions, toutes vos questions très intéressantes et je voulais un petit peu développer ça ici et venir répondre à certaines des questions directement ici sur YouTube. Le fait d'apprendre à être honnête avec soi, le fait d'apprendre à se poser les bonnes questions, c'est vraiment une grosse partie de ce que je peux vous enseigner dans la masterclass Révélation Tarot qui commence avec un groupe le 13 février. Souvent, quand on vit un problème, surtout un problème dans lequel on a tendance à s'embourber, qui a tendance à s'installer sur le long terme, c'est que quelque part, on peut partir du principe que notre problème en lui-même est plus agréable à supporter, en tout cas beaucoup plus facile à gérer que ce qu'on aurait à affronter si jamais on n'avait pas ce problème dans notre vie. Et c'est justement ça que je vais vous inviter à exploiter, c'est ça que je vais vous inviter à venir découvrir et ça va demander aussi une grande honnêteté personnelle pour aller découvrir ça. Donc ici, je vais venir t'apprendre à peut-être poser des meilleures questions à toi-même pour mieux découvrir ce que tu te caches à toi-même. Je vais aussi te donner des exemples de réponses. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on voit ce qui est actif en nous sous ces problèmes, à ce moment-là, c'est plus vraiment possible de faire semblant d'avoir ce problème ou en tout cas de ne pas être responsable d'une grosse partie de ce problème. Et alors, soit le problème disparaît, soit on accepte que c'est quelque chose qu'on avait choisi, du coup, c'est plus vraiment un problème. Soit, tu vois, on arrive à s'en extraire petit à petit. Juste pour la masterclass Révélation Tarot, c'est un travail intense, c'est un travail immersif, c'est en groupe, ça dure 4 mois pleins et il y aura un atelier en direct de travail sur soi une fois par semaine. Et les inscriptions ont commencé, elles se clôturent le 12 février pour qu'on puisse démarrer ensemble dès le lendemain. Donc comme d'habitude, le lien est en dessous. Et en fait, le but ici avec cette vidéo, c'est moi de venir vous répondre ici dans cette vidéo comme je pourrais vous répondre dans Révélation Tarot. Ça va vous donner aussi un aperçu des exercices qu'on pourra faire ensemble et de ma façon de traiter les problèmes qu'on verra ensemble. En gros, c'est un peu une vidéo d'échauffement avant de commencer le vrai du travail dans Révélation Tarot. Ce que je te propose de faire ici, c'est un travail assez particulier en 3 étapes. Et c'est un processus que tu peux activer quand tu es face à un problème dans ta vie. Par exemple, je trouve pas l'amour, j'arrive pas à trouver le bon boulot pour moi, je gagne pas assez d'argent, j'ai peur de dire non, etc. Tu vois, tout ce genre de problèmes qui sont récurrents dans ta vie, qui te freinent dans ta propre vie, je vais t'amener dans un processus un peu de décomposition par lequel tu peux passer pour passer au-dessus de ce problème-là. Et ça en 3 points. Donc, le premier point, c'est de formuler déjà ton problème. Quel est le problème? Et qu'est-ce qui est dérangeant là-dedans? En fait, ce point, il m'a vraiment sauté aux yeux et je me suis dit, punaise, c'est quelque chose que je ne demande pas assez, que je ne formule peut-être moi-même pas assez. Énormément de questions, comme je t'ai dit, qui ont été formulées sur Instagram. En fait, il n'y avait pas de problème qui était posé. Aucun problème n'était posé. Des personnes arrivent avec quelque chose qui est censé être un problème et qui pourtant n'en est pas un. Et en fait, ça pose problème à la personne, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais en fait, ce n'est pas visible, il n'y a pas de question. Et dites-vous bien que si vous n'arrivez pas à formuler clairement votre problème auprès d'une personne type moi, c'est que ce n'est pas clair pour vous de quel est le problème pour vous. Je te lis, attends, ce qu'on m'a envoyé. Tu vois, il y avait des trucs du style vie sentimentale en général. Mais c'est quoi le problème? Ma spiritualité, pareil, c'est quoi le problème? Études, mon rapport avec le père de ma fille, mon couple, ma relation mère-fils, 10 ans. Tu vois, ok, tout ça, ça vous pose problème, mais vous n'arrivez pas encore à dire ce qui vous pose problème là-dedans. Je te donne un exemple vraiment un petit peu plus décontextualisé. Si je te disais juste, voilà, mon problème, c'est mon chien.
Mais du coup, on ne sait pas si le problème c'est que mon chien il mord, on ne sait pas si le problème c'est mon chien il pue, on ne sait pas si le problème c'est mon chien il m'empêche de partir en vacances, on ne sait pas si le problème c'est mon chien me rappelle mon mari décédé, on ne sait pas si le problème c'est mon chien il est très malade et il va peut-être mourir. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être de mon chien c'est un problème. Donc le chien lui-même, c'est pas un problème, c'est ce qu'on va vivre autour de ça, ou c'est ce qui fait qui est un problème. Ou c'est les émotions que ce chien va susciter qui posent finalement problème. Ou c'est parce que ce chien nous force à agir d'une certaine façon que ça nous pose problème. Mais en soi, l'entité chien, ou l'entité couple, ou l'entité vie spirituelle n'est pas un problème. Donc si pour toi, par exemple, tu te dis le problème c'est mon chien, ou le problème c'est mon couple, ou mon problème c'est les études, je t'invite à te poser déjà les questions suivantes pour que tu arrives à la formulation d'un problème qui pour l'instant doit être encore flou pour toi si tu n'arrives pas précisément à dire ce qui coince. Première question, c'est qu'est-ce qui, dans ma relation avec machin par exemple, te pose problème? Autre question, si je n'avais pas de problème avec mon chien, mon couple, mon machin, qu'est-ce que je ferais que je ne fais pas actuellement? Parce que j'aimerais que tu vois ce que ce problème dans ta vie t'empêche de faire. Autre question, je reviens à ma fiche, de trucs qu'on m'a posés et qui pour moi ne relèvent pas d'un problème précisément défini, c'est ma confiance en moi, gros manque de confiance en moi, l'estime de moi, enfin tu vois, on a amené pas mal des données comme ça, mais en fait pour ce qui est de la confiance en soi, de l'estime de soi, pose-toi cette question-là. Si j'avais confiance en moi, qu'est-ce que je ferais que je ne fais pas actuellement? Pour ce qui est de la confiance en soi et de l'estime de soi, je ne t'invite pas à considérer ça comme un état que tu dois atteindre. Déjà parce que ça ne sera jamais complètement atteint, mais je t'invite plutôt à considérer ça comme quelque chose que tu fais et quelque chose que tu pratiques. Je pratique l'estime de moi et l'amour de moi. Je pratique ma confiance en moi en allant me confronter au monde, tu vois. Vois-le plutôt comme une pratique, comme une action, que comme un état idéal à atteindre. En fait, tant que votre problème n'est pas clairement formulé, ce sera impossible de le dépasser. C'est impossible d'envisager des solutions à quelque chose qui n'est pas défini. Tu vois, et même moi, je ne peux pas te donner des solutions pour ton couple si je ne sais pas ce qui te pose problème dans ton couple. Donc, première étape, quel est exactement le problème et pourquoi est-ce que c'est un problème? Deuxième étape, il va falloir que tu aies conscience que tu crées toi-même au moins une partie de ce problème et que tu es responsable de ce problème. C'est-à-dire que c'est toi qui es responsable d'en finir avec ce problème. Je veux dire, si tu as ce boulot actuellement qui ne te plaît pas spécialement, si tu es célibataire actuellement et que tu n'aimes pas cette situation de célibataire, si tu as acheté un chien et que effectivement tu ne peux pas partir en vacances absolument de façon libre parce qu'il faut d'abord faire garder le chien, c'est toi qui as créé cette situation à la base. Et quand tu es dans une situation problématique où tu refuses de prendre une décision, où tu repousses une décision toujours à plus tard, c'est aussi une décision et une responsabilité en soi de rester dans cette indécision, de rester dans une forme de statu quo. Responsable, j'entends ça par c'est à vous de le prendre en charge. Et c'est sans doute en grande partie votre création. Ça ne veut pas dire que c'est de ta faute, mais c'est de ton ressort de changer les choses. Et tu es au moins participante dans la création de cette situation. Et ça veut dire autre chose. Ça veut dire que personne ne va venir te sauver. Tu vas devoir, toi, être l'initiatrice ou l'initiateur de ce qui va se passer par la suite. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est parce que si tu ne prends pas la responsabilité de ce problème dans ta vie, si tu persistes à dire que c'est peut-être la faute de la météo ou la faute de ton grand-père, il n'y a rien qui peut se passer tant que ce n'est pas toi qui l'as dans tes mains. Parfois, on est complètement conscient qu'on a créé la situation, du style choisir un boulot qui finalement nous a pas beaucoup plu, ou se disputer avec quelqu'un et on était à la racine de la dispute, tu vois, ce genre de choses. On sait qu'on a créé ça, mais on voit pas vraiment comment faire pour s'en sortir ou comment se débarrasser de ce problème-là. Mais honnêtement, dès qu'on voit les choses comme ça, le champ est déjà plus ouvert. Dès qu'on est au courant que c'est nous qui avons façonné cette situation, c'est déjà beaucoup plus possible de réfléchir à ce qui est faisable ou pas faisable. Ce que ça permet, si tu prends tes responsabilités vis-à-vis d'un problème, c'est-à-dire que tu en assumes pleinement la charge, ce qui va se passer, c'est que
tu vas voir que la situation est sans doute créée en grosse partie par toi, mais que du coup, tu as aussi les moyens de la défaire. Les leviers d'action deviennent visibles quand on devient responsable. Aucun changement ne peut être possible tant qu'on se dit que c'est pas de notre ressort ou que quelque chose doit se passer, tu vois, ou que quelqu'un doit faire quelque chose, que quelqu'un doit arriver, que le symptôme physique qu'on a, par exemple, doit disparaître à gros coups de médoc, ou qu'il existe quelque part une baguette magique, tu vois, il y a une espèce, des fois, d'attente, d'une espèce de divine providence qui fait qu'il y a quelque chose qui va émerger là, qui va venir exprès pour nous. Aucun changement n'est réellement possible tant qu'on est dans cette attente-là. Et il y a des choses que tu dois vraiment avoir en tête pour pouvoir désamorcer les résistances à être pleinement responsable de ce qu'on traverse. Il y a un truc d'enlever sa responsabilité quand on se dit, par exemple, qu'on a des blocages inconscients. Tu vois, quand on vient vers moi et qu'on me dit « Ah Margot, j'ai un blocage pour communiquer en ligne. » Oui, non mais le truc c'est que il y a un moment, tu vas quand même devoir prendre cette responsabilité-là. C'est le blocage de qui? C'est le tien. C'est l'inconscient de qui? C'est le tien. Et du coup, même si tu sens que tu as un blocage et que tu sais même pas que c'est vraiment à toi, c'est quand même à toi de faire le travail. On a facilement tendance, surtout quand on parle d'inconscient, de psychologie, on a tendance à se dissocier et à ne plus être vraiment responsable d'une partie de soi. Tu vois, la partie qui a un blocage, la partie qui résiste, la partie qui est inconsciente. Je te lis les questions qu'on m'a posées à ce niveau-là où je sens cette dissociation et ce fait de se dire je suis responsable de la partie de moi qui est volontaire, qui est raisonnable, etc. Mais il y a une partie de moi dont j'ai pas très envie d'être responsable. Mais il va falloir que tu assumes toutes les parties de toi et tu es responsable de l'ensemble du truc, ok? Alors je te lis les questions. Donc les problèmes qui m'ont été énoncés, c'est ma bataille intérieure, corps, tête. Mais c'est le corps de qui? Et c'est la tête de qui? Parce que tout est à toi là-dedans. Et tu es responsable de l'ensemble du truc. Il y avait ce truc, envie de transmettre, de partager au niveau pro, mais bloqué dans l'inaction, confuse. Qui bloque? C'est bien toi. Autre énoncé de problème. Besoin de me concentrer sur moi. Ma DRH va-t-elle accepter que je lève le pied? J'ai tendance à te demander, est-ce que toi, tu vas accepter de lever le pied et de présenter ça à ta DRH? Et ensuite, il y avait blocage intérieur pour lancer mon activité. Le blocage de qui? Ok, c'est toi qui as créé ce blocage. Du coup, si tu vois les choses comme ça va être possible de trouver des choses pour désamorcer ce blocage que tu as créé. Tu peux le décréer. L'autre chose que j'ai envie que tu aies en tête, c'est que les symptômes qu'on a, comme la peur, comme l'envie, ou même comme des symptômes vraiment physiques, là où on peut se rendre compte que ça nous appartient vraiment et qu'on peut vraiment quelque part les maîtriser, entre guillemets, c'est que je peux te demander de façon artificielle, par exemple, d'augmenter ta peur, d'y penser encore plus que ta peur, de penser à tout ce qui peut être horrible et du coup de faire artificiellement augmenter sa peur. Si tu as mal au ventre ou mal au genou, je peux te demander d'augmenter, d'être encore plus consciente de ça et de faire vraiment cette douleur devenir encore plus volumineuse dans ton corps. Tu peux avoir la maîtrise là-dessus. Tu peux avoir la maîtrise de faire enfler encore plus une envie que tu aurais. Et le fait que toi, tu saches faire enfler ces peurs, ces désirs, ces douleurs, c'est bien que tu en es responsable et c'est bien que c'est toi qui es aux manettes du truc. Alors, tu n'as pas tous les ressorts encore pour arriver à amoindrir, mais si je peux te faire artificiellement les faire augmenter, c'est bien que d'une autre façon, il est possible de les faire diminuer. Tu vois, les questions qu'on m'a posées, enfin les problèmes qu'on m'a posés, c'est envie de changer de travail tous les ans. Je suis sûre que si j'appuie sur le truc, j'arrive à faire augmenter encore cette envie. Et j'ai peur de tomber amoureuse. Je suis sûre que je peux largement augmenter cette peur. Peut-être pas de tomber amoureuse, d'être en couple, etc. Donc, je reviens à mon processus de fond quand tu es face à un problème. Première étape, quel est exactement le problème et pourquoi est-ce que c'est un problème? Donc, il y a la formulation de ce que tu vis et qui te pose problème. Et deuxième étape, c'est je suis responsable de ce problème et je l'ai créé dans ma vie. J'arrive à la troisième étape. Et la troisième étape, ça va être de trouver le bénéfice caché pour toi dans ce problème. Le besoin qui est comblé chez toi quand tu maintiens ce problème.
Je pars du principe qu'il y a toujours une partie de toi qui a envie que le problème disparaisse. Et la plupart du temps, c'est ta partie hyper consciente, hyper raisonnable, hyper intellectuelle aussi. Et, bien sûr, il y a une partie de toi qui veut que le problème reste là. Ça, c'est plutôt souvent au niveau inconscient, mais des fois, on est parfaitement conscient de pourquoi est-ce qu'on veut que le problème reste là, même si on n'ose pas forcément le dire à voix haute. Le travail de l'ombre, c'est justement aller à la rencontre de cette partie qui ne veut pas forcément parler à voix haute et qui veut que le problème reste là. Si tu te dis, dans une situation donnée, moi, entièrement moi, je ne veux vraiment pas que ce problème soit dans ma vie, le problème disparaît, juste, tu le règles. Je ne veux vraiment pas que mon salon soit en bazar et toutes les parties de toi sont complètement en accord avec cette affirmation-là. Juste, tu ranges et c'est tout. Ce qui se passe ici, dans ton cas, quand tu as un problème qui se maintient dans la durée, que tu sois OK ou non avec ce que je vais te dire, parce que je sais que ça ne fait pas du tout plaisir à entendre, c'est que il y a plus d'avantages pour toi à avoir ce problème dans ta vie que de ne pas avoir ce problème dans ta vie. Même si c'est un problème qui fait très 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 mal. Et je suis bien d'accord, tu vois, la question de quel est le bénéfice caché pour moi, des fois, c'est pas une question qu'on peut raisonnablement se poser parce qu'on ne peut pas vivre cette situation comme étant un bénéfice. C'est pas du tout le mot qu'on met derrière. Enfin, en gros, quand on vit une situation vraiment affreuse, on n'arrive pas à se dire qu'il y a un bénéfice là-dedans. Donc, je vais te faire te poser la question un peu autrement. Demande-toi, si j'enlève ce problème de ma vie, qu'est-ce que je vais perdre en même temps? Ça peut être par exemple, je te donne des exemples, mais ça peut être quelque chose de différent pour toi, ça peut être l'appui de tes proches, par exemple. Ça peut être le droit de me plaindre ou le droit de picoler. Ça peut être une certaine tranquillité, etc. Autre question que je t'invite à te poser, c'est une autre façon de tourner ça, c'est quel est le besoin que je comble en restant dans ma position actuelle? Par exemple, il se peut que tu te plaignes actuellement de ton boulot, que tu trouves vraiment ennuyant ou que tu trouves qu'il y a une ambiance délétère entre collègues, mais tu veux y rester parce que quelque part, c'est l'entreprise qui est juste à côté de l'école de tes enfants et que pour l'instant, c'est ça qui te va beaucoup mieux que de changer pour un boulot qui serait peut-être plus satisfaisant, mais qui mettrait un peu en vrac ta vie de famille. Autre question que tu peux te poser, c'est quelle est la chose que ce problème me permet de ne pas faire? Par exemple, imaginons que toi, ton problème, c'est d'avoir ta maman qui est malade, qui est peut-être un peu grabataire à la maison, mais le fait d'avoir ce problème, d'avoir une mère grabataire à la maison, te permet à ne pas avoir à chercher un emploi. Je te dis ça de façon un petit peu plus taquine peut-être, c'est actuellement ton problème te sert d'excuse ou d'alibi pour ne pas faire quoi. Et là maintenant, j'avais envie de te donner des exemples, tu vois, de trouver le bénéfice caché, de trouver le besoin qui est comblé quand on maintient ce problème par rapport aux problèmes qui m'ont été soulevés. Donc je vais passer un petit peu en mode plus lecture. Déjà, j'ai eu pas mal de questions vraiment par rapport au travail. Et je vais donner, alors je ne vais pas te donner la solution, hein, mais je vais te donner des pistes de solutions. Il y a eu la question, pourquoi suis-je figée pour trouver un job correspondant à mes attentes? Je t'invite à te demander, qu'est-ce qui est confortable dans ta position actuelle? En gros, qu'est-ce que tu perds si tu trouves un travail qui correspond à tes attentes? Peut-être que tes attentes, si tu y réponds, ça veut dire que tu vas devoir trouver un travail qui s'exerce dans une autre région, parce que c'est pas possible dans la région où tu es. Ou peut-être que ça va te forcer à faire un complément de formation et que tu n'as pas vraiment envie de faire ce complément de formation. Donc tu vois, peut-être que c'est ça qui te pose problème, le problème d'être obligé de te délocaliser ou le problème de te former en plus. Et du coup, on peut redécaler le problème. Le problème, ça devient un problème de formation ou ça devient un problème de mobilité géographique, mais ça ne devient plus de trouver le travail en lui-même. Ok? Autre problème qu'on m'a soulevé. Malgré mes efforts, je tombe dans les mêmes schémas destructeurs au travail. Ma question, c'est pourquoi tu n'as pas encore quitté ce travail? Si tu te dis que tu ne trouveras peut-être pas de boulot équivalent ailleurs, ma question c'est, t'es sûr de ça? Pourquoi pas? Vraiment. Et pourquoi pas? Pourquoi tu ne pourrais pas trouver l'équivalent en intérêt de travail ailleurs sans l'ambiance vraiment nulle? Autre question. Tu vois, tu dis que tu es dans un schéma destructeur. En quoi est-ce que c'est utile pour toi? Ou quel besoin est-ce que ce schéma destructeur te permet de combler? Si tu trouves ce que ça te permet de combler,
Tu vois, et c'est possible que ce soit une amitié particulière avec une collègue, c'est possible que ce soit un esprit de corps avec un groupe de collègues, c'est possible que que ça te fasse un appui conjugal quand tu rentres à la maison parce que ton homme sait que tu vis une situation difficile au travail. Ça peut être ça, tu vois, un truc que tu cherches à combler, ça peut être, mais j'ai besoin d'être proche des gens, moi, et que le fait d'avoir un schéma destructeur te permet d'être proche d'autres personnes. Ma question, c'est que si tu trouves ce que tu es en train de combler en vivant dans un schéma destructeur au travail, est-ce que tu n'aurais pas une autre façon, plus saine peut-être, de le combler dans ta vie? C'est à réfléchir, ça. Tu vois, tous ces trucs, ça peut t'apporter le réconfort de se sentir soudé avec d'autres collègues. Ça peut t'apporter le fait de te sentir toi dans une position de justicière, si c'est toi qui as cette propension à régler les problèmes entre les gens à ton travail. Demande-toi vraiment ce que ça t'apporte et si c'est pas possible de le reproduire autrement dans ta vie. Autre problème soulevé, je n'arrive pas à avoir une vie professionnelle stable. Malgré plein d'opportunités, je fuis. Qu'est-ce qui est comblé chez toi par ce manque de stabilité? Quel est le besoin prioritaire pour toi avant même la stabilité et la sécurité d'un travail stable que tu es en train de combler avant tout? Voilà les questions que je t'invite à te poser. Je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce qu'on m'a pas mal posé cette question du boulot idéal ou bien de pas trouver ou bien d'être pas stable au niveau du travail. En fait, il y a une chance aussi pour que tu sois dans une espèce de recherche du travail passion ou du travail idéal parce que c'est un peu ce qui est vendu des fois sur les réseaux sociaux notamment. Mais en fait, ça, c'est se mettre soi-même en situation d'échec et c'est se mettre soi-même en situation d'être malheureuse au travail. C'est pareil en amour, hein, quand tu cherches le partenaire idéal ou la partenaire idéale, ça marche pas non plus. Parce qu'en fait, on se met dans une situation d'échec parce que le travail idéal en soi n'existe pas. C'est toujours quelque chose qui se co-fabrique. Pareil pour la relation idéale. Et j'ai fait une vidéo entière à ce sujet sur le bonheur professionnel, mais pas sous l'angle de la passion ou du travail idéal. Je te mets aussi la vidéo en dessous. J'ai eu des problèmes soulevés en lien avec l'amour. Je t'en lis quelques-unes. Alors, je n'arrive pas à m'ouvrir à l'amour, je fais donc des choix pour que l'amour ne marche pas. Toi, tu peux te poser les questions suivantes. C'est quoi le confort que tu as dans ta vie actuelle que tu as peur de ne plus avoir quand tu seras en couple? C'est le fait de voir tes enfants quand tu veux, c'est le fait d'habiter une maison où tu es toute seule, c'est le fait d'avoir une pièce à toi, c'est le fait d'avoir ta maman qui vit presque la moitié du temps avec toi. Qu'est-ce que tu vis actuellement comme confort que tu as peur de perdre si jamais tu es en couple? Tu peux aussi juste revenir à toi et te poser vraiment la question de quelle est ton envie fondamentale. Parce que honnêtement, si tu n'as pas envie d'être en couple, alors que tout le monde te rabâche que tu dois être en couple, franchement, c'est ok aussi de ne pas avoir envie d'être dans un couple. Ok? Et c'est juste une envie que tu dois peut-être apprendre à assumer, ou peut-être que tu dois apprendre à assumer une envie type j'ai envie d'avoir que des relations passagères, ou j'ai envie d'être en couple avec un homme, mais de ne pas forcément vivre avec lui. Ça, c'est aussi possible. Je pense qu'il y a vraiment une interrogation plus fine au niveau des envies que tu as qui vaut le coup d'avoir. Il y a une personne qui m'a soulevé le problème de juste quitter quelqu'un. Alors je comprends que d'être dans cette situation, d'être avec une personne que tu as peut-être envie de quitter, c'est inconfortable, mais visiblement, c'est pas aussi inconfortable pour toi que de le quitter vraiment. Parce que quand tout d'un coup, tu vois qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à quitter cette personne qu'à rester dans cette relation avec lui, juste tu le quittes. Et là, bah, c'est pas encore le cas pour toi. Pour toi, pour l'instant, il y a plus d'avantages visibles à rester qu'à partir. Et il faut que tu sois honnête là-dessus. Quand tu vas demander aux autres de ce qu'il faut faire, tu te poses la question, c'est que tu cherches quel est le levier pour le faire et tu cherches un levier extérieur, comme tu vois, comme tu viens le chercher chez moi, ou le levier pour oser le faire peut-être, ou des façons de le faire. Ou peut-être que tu demandes même aux autres le droit de le faire. Mais tout ça, tout ce que tu peux faire pour chercher des leviers ailleurs, pour demander l'avis des autres, ça revient à placer la décision à l'extérieur de toi. Et c'est quelque part tout faire pour que les autres prennent la décision à ta place. Et ça marche pas comme ça. Des fois même, tu cherches peut-être à ce que ce soit ton conjoint qui prenne la décision de la rupture en étant juste, en faisant en sorte que l'atmosphère à la maison soit tellement invivable qu'en fin de compte, c'est lui qui prenne la décision assumée. Mais il faut bien te dire que là-dedans, toi, tu as pris une autre décision qui est peut-être pas assumée, mais toi aussi, tu as pris cette décision de pourrir l'ambiance.
Donc voilà, là pour moi, c'est vraiment une question de à quel point tu as envie d'être responsable de cette rupture. Autre question, j'ai toujours des difficultés à me projeter dans ma relation. Ma question pour toi ici, c'est quel est le besoin que tu es en train d'entretenir, quel est le besoin que tu es en train de combler en n'étant pas vraiment impliqué. Est-ce que c'est de la liberté? Est-ce que c'est de la sécurité? Est-ce que c'est même de la sécurité physique, par exemple? Je ne sais pas. Tu as peur de quoi si tu t'impliques finalement vraiment? Qu'est-ce que tu risques de perdre si tu t'impliques vraiment? Et si tu as peur d'un truc bien, bien affirmé, par exemple, je ne sais pas, tu as peur qu'on te demande de faire des enfants, tu as peur qu'on t'oblige à habiter dans une maison qui n'est pas tout à fait à ton goût, ce genre de choses, ou peut-être qu'on risque de te quitter, c'est aussi une chance possible. Tu peux te demander d'un point de vue vraiment très intellectuel, est-ce qu'il y a des chances pour ce que je redoute arrive vraiment? Tu peux te demander, est-ce que cette prise de risque vaut le coup? Et ensuite, l'autre question, c'est, tu vois, là, tu parles que c'est un problème pour toi de ne pas te projeter dans la relation. Est-ce que vraiment c'est un problème? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se projeter dans ta relation? Est-ce que toi, tu n'as pas juste envie d'une relation où tu vivrais au jour le jour ta relation avec cette personne? Parce que juste vivre l'instant de son couple sans voir beaucoup plus loin, c'est possible aussi. Tu as droit à une relation légère si c'est ce que tu souhaites. Autre question, j'aime un homme indisponible alors qu'un autre me tend les bras. Alors là, de toute évidence, la situation dont toi tu es responsable, c'est que il y a des hommes dans ta vie, mais ils ne sont pas vraiment là pour toi. Alors, soit celui que tu veux ne peut pas être là, soit tu ne veux tout simplement pas de l'homme qui peut être là. Alors là, en général, pour les personnes qui vivent des relations avec des hommes indisponibles, il y a un truc vraiment à savoir. Si cet homme voulait vraiment s'investir avec vous, il le ferait. Et vous le verriez. Soit il serait en ce moment vraiment avec vous, soit vous verriez vraiment des marques très très perceptibles et je veux dire comptables au jour le jour d'évolution. Si en ce moment cet homme-là n'est pas avec vous, c'est qu'il préfère ne pas être avec vous. Et c'est ça votre problème. Et c'est ça que vous devez régler. Alors, les bénéfices qu'il y a sans doute, c'est que pour le problème, tu vois, de l'homme qui est indisponible, eh ben, ça permet de vivre dans un rêve sans avoir à vraiment s'impliquer soi-même. Quand on vit une relation où l'autre ne s'implique pas et que nous, on en souffre, ce qu'on vit exactement en parallèle et au même moment, c'est que moi, je ne m'implique pas et en plus, je peux m'en plaindre. Il y a eu aussi des problèmes liés à l'argent que je voulais évoquer un petit peu ici. Déjà, j'ai eu le problème galère financière, difficile d'être autonome. Moi, déjà, j'ai envie de te demander tout simplement si c'est vraiment un problème durable ou si c'est pas juste quelque chose qui est en processus, tout simplement. Tu vois, si par exemple tu es en processus de lancement d'entreprise, c'est normal qu'il y ait un temps avant que ça marche vraiment. C'est comme, tu vois, le fait d'être enceinte, d'avoir un bébé. Oui, tu es responsable de la situation et peut-être de la lenteur de cette grossesse, mais c'est ok de vivre 9 mois de grossesse, c'est complètement normal et ça fait partie du processus. Il y a un point A et un point B qui sera l'arrivée. Mais sinon, si tu vois que c'est une situation qui perdure et que tu ne trouves pas normale, tu vois, qui t'es dans une espèce d'anormalité et tu aurais les ressorts normalement pour que ça cesse, tu peux te poser la question, quel est le confort que tu vis à être comme ça en galère et qui est sans doute plus confortable que si tu étais vraiment autonome ou qui est peut-être plus sécurisant que si tu étais vraiment autonome. Et qu'est-ce que ça implique pour toi, le fait d'être autonome, que tu n'es pas prête à vraiment assumer? Ça, c'est des questions que tu peux aussi te poser. Autre problème soulevé. Je ne garde pas mon argent, je le dépense. C'est plus fort que moi, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, dire c'est plus fort que moi, c'est aussi une façon de ne pas prendre sa responsabilité, comme on l'a vu tout à l'heure. Parce que c'est toi qui dépenses l'argent. C'est toi, au final, qui décide de le dépenser. C'est pas un ancêtre, c'est pas ton inconscient qui vient de je ne sais où, c'est pas un esprit, c'est toi. Donc tant que tu n'auras pas pleinement conscience de cette responsabilité et de ce poids de la responsabilité, ce sera difficile de régler ce problème-là. Et ensuite, il y a plusieurs questions possibles que tu peux te poser. Déjà, quel est le besoin que je comble avec ces achats compulsifs? Si tu trouves ce besoin, tu peux te demander, est-ce que c'est OK pour moi de satisfaire ce besoin comme ça? Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui peuvent calmer une tristesse avec du chocolat. Je pense que je fais un petit peu partie de ces personnes.
Et on peut se dire, ok, c'est peut-être pas le meilleur moyen de calmer une tristesse, mais on peut être quand même ok avec ça, même si c'est pas un moyen qui est valorisé socialement, tu vois. Et peut-être que toi, tu as, je sais pas, une angoisse que tu combles en allant faire un achat compulsif. Peut-être que c'est pas reconnu et valorisé socialement de faire ce genre de choses, mais peut-être que toi, tu peux quand même être en paix avec ça. C'est une question que tu peux vraiment légitimement te poser. Si chez toi, c'est vraiment ça. Chez toi, c'est vraiment un stress qui est apaisé par le fait d'acheter. Si pour toi, c'est pas OK de régler ton stress de cette façon-là, il y a peut-être un autre moyen de plus long terme et inconfortable pour un temps que tu peux mettre en place qui viendrait calmer ce stress ou combler ce besoin. Sinon, j'ai une autre piste de réflexion pour toi. C'est quoi l'avantage pour toi à être à sec chaque mois et à ne pas avoir d'argent devant toi? Des fois, ça peut être vraiment des trucs nuls hein, qu'on n'ose pas vraiment reconnaître, mais qui sont quand même vrais, parce que ça emmerde mon mec et que ça me fait bien plaisir d'emmerder mon mec de cette façon-là. Peut-être que ça permet de garder ma maman près de moi parce que je sais qu'elle volera à mon secours financièrement parlant. Elle est socialement obligée de m'aider et ça me fait bien plaisir qu'elle reste près de moi et qu'elle soit obligée de m'aider. Ça peut être des choses comme ça, aussi tordues que ça. On est tordu hein, en vrai. Tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce que tu seras obligé de faire si finalement tu as de l'argent de côté? Alors que finalement, ce truc-là, tu n'as pas vraiment envie de le faire, tu vois. Par exemple, tu n'as pas envie d'affronter la question de acheter ou pas une maison. Et que du coup, d'être toujours rasibus au niveau économie, ça te permet de ne pas affronter cette question. Peut-être que toi, si jamais tu avais des sous de côté, tu deviendrais celle qui aide ta famille. Et tu n'as pas du tout envie d'être cette personne. C'est des pistes. Autre problème soulevé, j'ai beaucoup de mal à me faire rémunérer pour mes services. Alors, il va de soi que surtout ici en France, on est dans un espèce de conditionnement sociétal qui est que ça ne se fait pas de demander de l'argent. D'accord? Surtout pour un truc qu'on aurait donné comme un service. Et pour moi, il y a des bénéfices évidents à ne pas demander de rémunération. On est vu comme une personne généreuse, on est vu comme la sauveuse, on est vu comme la personne qui ne regarde pas l'argent parce que regarder l'argent c'est mal, etc., etc. Donc je vois plein de bénéfices à rester dans ce problème et à ne pas demander d'argent. Si tu as un travail de l'ombre à faire ici, c'est d'admettre chez toi que tu adores être cette sauveuse ou que tu adores être la mère courage du coin, tu vois. Ou que tu adores être super bénévole. Je suis passée par là. Et ensuite, il y a simplement un truc où tu vas devoir passer par un certain inconfort si tu veux mettre en place de nouvelles habitudes telles que demander à être rémunéré. Et ça, c'est assez naturel de freiner le plus possible le moment où on va être confronté à cet inconfort, l'inconfort de demander, l'inconfort d'afficher des tarifs, et l'inconfort éventuellement de devoir relancer un mauvais payeur, tu vois, ce genre de choses. Oui, c'est des inconforts que tu vas devoir peut-être te projeter dans ton esprit et que tu vas devoir traverser à un moment ou à un autre. Donc je reviens sur les 3 grands points que je t'ai énoncés. Premièrement, tu vas devoir définir clairement le problème pour toi. Ensuite, tu vas devoir vraiment prendre la responsabilité pleine et entière de ce problème. Et enfin, mon 3e point, tu vas devoir trouver le bénéfice caché ou le besoin que tu combles quand tu entretiens ce problème dans ta vie. Et tu vois, après t'avoir dit ça, ça va m'amener vers une seconde vidéo. Je pense qu'il y aura une vidéo de suite à cette vidéo-là que je vais faire pour la semaine prochaine sur le fait de vivre juste à moitié parce qu'on n'ose pas faire les choses. Comme tu vois, là, je parlais de l'inconfort à devoir afficher des tarifs et à demander à se faire rémunérer et de reculer, reculer, reculer pour pas traverser cet inconfort. C'est ce que j'appelle le fait de vivre à moitié et de pas oser faire les choses. Et j'aimerais vraiment dévouer une vidéo entière à ça parce que c'est un sujet qui mérite d'être abordé et que vous traversez presque toutes. Donc c'est la question de la procrastination, très 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 fort, c'est la question de la peur du regard de l'autre, c'est la question de la peur de l'échec, c'est la question aussi très forte de ne pas savoir ce qu'on veut. Et du coup, à chaque fois, c'est la question de se maintenir dans un statu quo parce qu'on n'ose pas y aller. Et du coup, on vit une forme de paralysie. Tu vois, on n'est pas sur des problèmes du type « je suis harcelé par mon boss », mais on est plutôt dans une forme de non-problème parce qu'on ne veut pas forcément faire bouger les choses. Et c'est vraiment ça que je veux régler, que je veux aborder dans la prochaine vidéo et que je veux vraiment venir régler de façon plus fine avec toi dans Révélation Tarot.
Et tu vois, ces vidéos m'amènent vraiment à faire une bonne introduction sur ce que sera cette masterclass Révélation Tarot, parce qu'il va vraiment s'agir de reprendre la responsabilité de sa vie et de retrouver du sens dans les deux sens du mot. C'est-à-dire, ma vie signifie quelque chose et j'ai une direction vers laquelle je suis tournée. On va vraiment aller voir ce qui te bloque intérieurement, sachant que c'est bien toi qui bloque intérieurement. On va faire vraiment ce travail de reconnexion à soi et à toutes les parties de soi. Donc on passe 4 mois ensemble. J'ai super hâte d'animer ça, de faire ce parcours avec toi. Ça va être une grande première pour moi aussi. Donc si tu t'inscris, tu prends ton papier, tu prends ton tarot, tu prends des stylos, tu vérifies que ta connexion est bonne et zou, on y va. J'ai super hâte. J'ai super hâte de t'en reparler. J'ai super hâte de partir avec le groupe qui est en train de se réunir là. Ciao. Et le tarot peut changer ta vie.